Ah ben ça commence à faire une belle équipe, hein. Donc la Ménardière, c'est un projet qui est en construction. C'est chaotique, c'est pas facile. Les relations humaines, surtout en temps de Covid, sont toujours compliquées. Le groupe est parti à 15. Il a été disloqué après le Covid et il s'est reformé avec des nouvelles personnes après. Le principe qu'on a choisi, c'est de faire une coopérative parce que ça nous semblait le meilleur moyen pour que chacun soit à égalité, que ça puisse être ouvert à des moyens différents. On a choisi de faire un apport à peu près qui tend à l'égalité pour chacun, de même que chacun a une voix propre, quels que soient ses moyens, quelle que soit son ancienneté, puisque le principe de la coopérative, c'est une personne, une voix. On a acheté ce magnifique domaine de la Ménardière et le principe, c'est la solidarité, rester ensemble. Le but, c'est d'arriver à rester ensemble le plus tard possible, si possible jusqu'au bout du quai, comme dit Roland, et en étant solidaires et en s'entraidant lorsque nos forces, à tour de rôle, faibliront. Alors, nous avons, pour pouvoir procéder à un renouvellement des participants, l'âge s'échelonne entre 60 et 81 ans. L'idée, c'est qu'on arrive à créer plusieurs strates de coopérateurs. Il y a ceux qui habitent à la Ménardière dès le départ et qui la construisent, mais avec ceux qui ont l'intention d'habiter sans habiter encore. Et dans ceux qui n'habitent pas, mais qui ont peut-être l'intention d'habiter un jour, il y a deux types de parts. Donc il y a les parts A, ceux qui foncent comme des dératés et qui veulent construire et habiter tout de suite. Il y a les parts B, qui s'impliquent déjà beaucoup, qui sont un deuxième cercle, qui participent à la réflexion, au vote, qui décident dans les assemblées générales, et qui s'impliquent beaucoup, y compris par le travail, par l'activité. Même quand ils ne sont pas à la Ménardière en train de travailler avec l'équipe, c'est toujours une pensée qui nous accompagne. Et puis il y a les parts C, c'est encore quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. C'est ceux qui nous aident, comme Patrick qui est dans son coin là-bas. C'est ceux qui contribuent financièrement sans avoir l'intention de s'engager tout de suite ou peut-être beaucoup plus tard. Donc, en dehors de ça, chacun, quand il va devoir nommer une sorte d'ayant droit, d'accompagnateur, qui fera en sorte qu'on élargit la réflexion au-delà des coopérateurs, à ceux qui sont proches des coopérateurs et qui nous aident à co-construire l'avenir, l'évolution de notre groupe. Parce que vont se poser, on est fringant, mignon, joli, charmant, souple, élégant, bref, on a plein de qualités, très, très vifs, mais on sait qu'un jour ou l'autre, ou peut-être pas, parce qu'on va peut-être rester tout à fait vif, intelligent et souple jusqu'à 103 ans, comme Edgar Morin. Mais on sait aussi que ça peut se détériorer. Alors, se posent plein de questions. Et pour bien vieillir, il faut commencer jeune, on disait. Se pose plein de questions. Comment on fait pour arriver à supporter l'affaiblissement des uns et des autres ou un accident? On peut avoir un AVC, devenir dépendant. Il peut se poser des tas de choses. Comment faire pour apprivoiser tout ça, pour ne pas en avoir peur? Comment faire pour apprivoiser la mort, pour arriver à affronter les choses sans trembler et les vivre de la meilleure façon? Comment faire pour s'accompagner jusqu'au bout, en faisant en sorte que ce ne soit lourd pour aucun d'entre nous, pour arriver à être heureux jusqu'à la fin? Ma grand-mère est morte, elle a réuni toute sa famille, elle a fait servir le champagne. On a tous bu le champagne autour de son lit, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle avait donc convoqué toute la famille. Et elle est morte tranquille, parce qu'elle avait dit au revoir. Comment arriver à avoir une mort comme celle-là? C'est tout un art, c'est tout un travail. Donc ça se cultive, comme tous les arts. Il faut s'entraîner.
Et pour s'entraîner, il faut communiquer, il faut réfléchir ensemble, il faut le construire petit à petit. Au moins une fois par semaine, c'est indispensable. Alors vous avez devant vous des coopérateurs en part A, par exemple ces deux-là, coopérateurs en part B, coopérateurs en part C, coopérateur en part C, coopérateur en part B, coopérateur en part C, coopératrice A, coopératrice A, coopératrice A. Non, mais il a toujours été très ambivalent. Ah ben voilà, mais nous avons des coopérateurs en part C. Et Grégor qui prendra la parole après moi. Et ils sont coopérateurs en part C, parce que nous nous soutenons mutuellement, et ça c'est vachement important. Parce qu'on peut avoir des modèles différents, mais au fond le but est le même. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à trouver une alternative à ce qui est proposé aux vieux et à ce qui est proposé aux jeunes aussi. Parce que tout ce qu'on peut poser comme remise en question de l'ordre établi des choses, ça rejaillit par cercle concentrique, ça rejaillit y compris sur les autres. On s'en aperçoit quand on reçoit, justement par les moyens de la culture, on échange avec beaucoup de générations. Le rajeunissement, il se fait aussi par toutes les activités culturelles qu'on peut avoir, qui nous permettent d'échanger. Je ne sais pas si on a quelque chose à transmettre, mais peut-être que les échanges sont encore mieux que la transmission. Mais toutes les gens qui viennent ici avec qui on échange, que ce soit les gens du village, que ce soit... On le fait par le biais d'activités culturelles, pas de l'activité culturelle divertissement, mais de l'activité culturelle qui crée du lien, qui ne se prend pas la tête, qui ne se prend pas au sérieux et qui en même temps pose toutes les questions qui se posent à la société. Qu'est-ce qu'on fait pour rester en contact avec la société? Bon, on pourra développer après sur la culture si ça vous amuse, et puis on pourra répondre à vos questions. Mais pour nous, le projet est indispensable de l'activité culturelle dans la mesure où la culture, c'est ce qui nous permet de stimuler sans arrêt l'imagination, de stimuler la réflexion, de stimuler les échanges, d'entretenir nos neurones en bon état. C'est une gymnastique encore meilleure que le petit vélo sur lequel je pédale tous les matins en regardant la ligne des Pyrénées. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut faire et bien faire. Il y a plein de petites recettes, de petites réflexions, et surtout, c'est constamment en évolution et en remise en question. Parce qu'on découvre, on apprend, on est en perpétuel apprentissage, on ne peut pas dire qu'on a une recette, mais en même temps, ce qu'on apprend, au fur et à mesure qu'on l'apprend, il faut qu'on arrive à le faire savoir aux autres pour que leur expérience propre enrichisse la nôtre. Bon, ça suffit là peut-être. Hein. Vous avez des questions à poser ou je passe la parole à nos amis Marie et Roland. Peut-être qu'il faut... Il y a peut-être des questions. Pour la Vous voulez poser des questions tout de suite? Peut-être, oui. Moi, je trouve que c'est intéressant que Elidor parle de son projet, que nous, on soit entre les deux univers et que les questions naissent ensuite. Bon, donc alors, moi, je vais essayer d'être concise. C'est pas évident comme ça, sans support. Pour moi, je suis un peu... Voilà. Alors, d'une part, pourquoi Égrégore? Égrégore parce que c'était la période du Covid. Nous étions dans notre petite maison de campagne et nous regardions les morts qui se comptaient, et principalement dans les EHPAD. Nous étions à la retraite, donc Roland est médecin. Moi-même, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans un service. J'ai créé d'abord et dirigé un service d'aide et de soins à domicile. Donc nous avons approché cette partie de la vie toute notre vie, pendant que nous étions jeunes. Et nous savions que se retrouver à un EHPAD, c'était pas drôle. Être isolé chez soi, c'était pas drôle. Et on s'est dit, on a du temps, pourquoi on ne réfléchirait pas pour nos vieux jours à un projet qui nous ressemble, en prenant en compte toute notre expérience et en essayant de penser les choses de manière très concrète. Et donc on a écrit un projet. Alors bien sûr, un projet, ça s'écrit avec l'aspect juridique, avec l'aspect financier. Bon, voilà, donc on s'est attelé à ça.
Et en essayant de se dire, bon voilà, comment on voudrait, nous, qu'on nous traite quand on sera un petit peu plus vieux, même si on est un jour très dépendant. Bon, donc on avait déjà des questions, on s'était questionné sur notre fin de vie, on savait déjà ce qu'on voulait, on avait déjà écrit nos directives anticipées, bon voilà. On savait en tout cas ce qu'on ne voulait pas surtout et on voulait penser à quelque chose qui soit un projet de vie, pas un projet de fin de vie, puisque c'est un lieu donc où nous allons vivre. Alors on s'est dit que la meilleure solution c'était de se regrouper. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit cet après-midi, le domicile devient insécurisant quand on y est tout seul. Alors, si on est à deux, c'est quelquefois un peu chaotique parce que souvent les dents naturelles s'épuisent à la tâche et partent plus vite que celui qui est très malade. Et quand on est tout seul, c'est le poids sur sa famille. Et c'est ce qu'on ne voulait pas faire, c'est-à-dire peser sur nos enfants. Vous avez tous ici certainement, en tout cas certains ont des enfants, vous voyez comment ils sont occupés, ils ont des activités très, très, très variées et on ne voulait pas les inviter à nous supporter, à nous aider, à prendre des décisions pour nous. Nous voulions choisir par nous-mêmes de ce que nous voulions. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet. Alors on a créé une association qui s'appelle Égrégore. On a eu des adhérents, on a réfléchi ensemble et bien évidemment, on a pensé à ce projet d'habitat groupé. Et nous avons trouvé un lieu magnifique, donc pas très loin d'ici, hein, puisqu'on est à 40 km à peu près, 70 voilà. 70 km de... Alors c'est à côté de Foix, c'est un château, mais c'est plutôt une... Ça s'appelle château de Bénac, mais c'est plutôt une très grosse maison entourée de 11 hectares, donc qui sont déjà... Enfin, il y a des prairies, il y a des forêts, il y a de quoi jardiner pour chacun. Enfin, vraiment, c'est un lieu magnifique. Alors, on a décidé que c'était bien qu'on puisse avoir nos appartements privatifs, donc dans les étages. Et faire de cette maison un genre de cocon. D'ailleurs, ça s'appelle le château de Bénac, mais si un jour on y fait ce projet, ça s'appellera la maison de Bénac, pour cet aspect justement cocooning qu'on veut créer dans ce lieu. Donc on veut que ce soit un lieu confortable, on veut que ce soit un lieu où on ait des espaces privatifs. Voilà, c'est ça. Voilà, vous ferez passer. Voilà. Et donc, on veut que ce soit des espaces privatifs, qu'on puisse avoir un souffle privé à développer. Et tout le bas du domaine est réservé, bien sûr, à tous les habitants. C'est-à-dire, il y a une grande cuisine, si on veut faire des anniversaires, si on veut faire des concours de gâteaux, si on veut prendre un thé, on n'a pas besoin de monter dans nos appartements. Il y a une grande bibliothèque, il y a 2 salons, il y a plusieurs pièces. Et puis surtout, il y a des dépendances à côté où on a décidé de faire un appartement pour nos familles, parce qu'il fallait qu'on ne soit pas coupé de nos familles. Certains ont des enfants un peu partout dans le monde, donc c'était bien de pouvoir les recevoir. Donc il y a 5 chambres prévues pour les familles avec des salles de bain, et on a décidé que les familles se mettraient, quand elles viendraient, pourraient prendre, si elles le souhaitent, leur repas en commun et se connaître et créer ce lien entre les jeunes et à travers nos problématiques également que nous rencontrons, si nous rencontrons. Donc, ça nous permettait de créer du lien avec de faire de l'intergénération sans qu'ils soient plus impliqués que ça par rapport, voilà. Donc dans cette dépendance attenante au château, il y aura un appartement pour un régisseur qui sera également notre chauffeur, qui sera notre jardinier pour l'instant, parce qu'il est bien évident qu'on veut rentrer dans ce lieu en étant valide surtout physiquement, valide psychiquement, pas physiquement, on peut être handicapé, hein, c'est pas
mais surtout valide psychiquement pour qu'on puisse ensemble décider par nous-mêmes de ce que nous voulons. Voilà, donc c'est l'association Égrégore qui va gérer ce lieu, ce qui fait que ça sera complètement démocratique, personne ne décide tout seul, tous les avis sont entendus et intégrés. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, il y a des studios, il y a des T2 et il y a, je crois, 2 T3 pour des personnes qui voudraient quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Donc, bien, alors, on se construit en achetant dans le cadre. Alors, bon, Anne-Marie et Michel ont pensé à la coopérative. Nous, on y avait pensé, mais on a surtout pensé, nous, à la transmission. Donc tout ce qui est investi dans la SCI est entièrement remboursé au bout de 6 mois si on ne se plaît pas dans le lieu, si on décide avant la fin du projet d'en partir, ou bien si on décède. Dans les 6 mois après le décès, les héritiers retrouvent la mise de fonds des parents. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect achat du bien. On achète des parts sociales et donc on ne revend pas l'appartement. C'est la SCI qui s'engage à rembourser les parts sociales quand il y a un appartement qui se libère. Voilà. Alors les parts A, c'est donc les futurs habitants. Les parts B chez nous, ce sont des personnes qui ne sont pas tout à fait prêtes, qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, qui ont la soixantaine, etc., qui ne sont pas encore prêts à venir habiter avec nous, mais qui souhaitent encourager le projet, avoir une priorité pour y accéder si jamais un jour ils veulent venir, et y venir s'ils sont malades, s'ils rencontrent un problème de santé, ils se cassent une jambe, ils se cassent un bras, ils ne peuvent pas conduire, ils sont seuls. Ils peuvent venir et donc le fait de prendre des parts B, ça leur permet de venir 15 jours renouvelables une fois dans ce lieu et de mieux nous connaître, de mieux apprécier l'endroit, de se dire que peut-être c'est bien qu'ils s'inscrivent sur la liste d'attente que nous pensons avoir. Bon. Voilà. Donc nous en sommes là, mais ce projet n'est pas pour l'instant réalisé. Il est prêt à l'être parce que sur le plan juridique, sur le plan financier, sur tous les plans, nous sommes prêts. Mais il nous manque des habitants. Donc nous étions 5 couples, nous allions démarrer. Il y a 2 couples qui se sont rétractés pour des raisons familiales, enfin bon, donc ils n'ont pas pu venir. Et du coup, à 3 couples, on peut pas faire ce projet, quoi. Donc on espère que l'été, le reportage qu'il y aura sur France 5 va nous amener peut-être des personnes qui vont être intéressées. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on réalisera ce projet si nous sommes suffisamment nombreux pour y créer le projet social que nous voulons mener. Voilà. Sinon, voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si Roland veut parler. Pour le plaisir de vous parler, mais pas pour vous ennuyer. Les caractéristiques de ce projet sont basées sur quelques éléments essentiels. Le premier, qui peut porter discussion, mais qui nous paraît pas négligeable, c'est que c'est un projet patrimonial. C'est-à-dire que dans les structures auxquelles nous pouvons nous adresser, EHPAD ou résidence senior, quand on est en situation d'être usager de ces structures, on est locataire. On paye un loyer, puis c'est de l'argent qui part en loyer. Nous avons donc l'idée que l'engagement basé sur un logement de fin de vie jusqu'à la fin de la vie constitue un patrimoine. Et les parts de société civile, telles que Marie les a évoquées, sont effectivement, entre guillemets, récupérables par les héritiers ou les ayants droit. La deuxième chose, c'est que c'est un projet qui repose sur un pacte social dont Marie est dépositrice, conceptrice, qui est assez exigeant et qui engage la solidarité, la bienveillance des partenaires qui, par définition, doivent être adhérents de l'association Égrégore. Égrégore étant un laboratoire d'idées autour du sujet du domicile chez les seniors. Et de ce point de vue-là, le projet de Benac, c'est une sorte de preuve de concept en temps réel, puisque ce sera la première structure issue de ce concept égrégorien. Et Égrégore est en situation de pouvoir bourgeonner
et créer d'autres projets que le projet de Bénac ailleurs sur le territoire, en milieu rural ou en milieu urbain. La gestion est une gestion directe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à d'autres acteurs, experts extérieurs qu'un expert comptable. Pour le reste, nous sommes en autogestion. Et puis, c'est également un projet qui s'inscrit dans une volonté environnementale importante, du point de vue écologique, mais également du point de vue également de l'économie sociale et solidaire, puisque le projet intéresse les collectivités territoriales et que nous entendons bien pratiquer l'interdisciplinarité et l'intergénérationnel en faisant appel à des permanents locaux, enfin des acteurs locaux à travers les emplois adaptés ou d'autres domaines de cette nature. Voilà, donc c'est un projet qui nous paraît intéressant, qui est sur le point d'être partant. Il nous manque 2 couples, parce qu'il faut un petit peu d'argent, et puis parce que le pacte social porté par Marie, auquel je souscris tout à fait, nécessite une masse critique de personnes suffisante pour garantir justement cette dimension égrégorienne de la valeur du tout est supérieure à la somme des parties, c'est-à-dire qu'à une douzaine d'acteurs déterminés, nous devons créer une dynamique collective qui répondra au slogan que nous avons évoqué. La jeunesse n'a pas d'âge, mais la vieillesse non plus. Et moi, je voulais juste dire, ce qui peut-être nous caractérise, c'est que ce projet va jusqu'au bout de la vie. Donc c'est vrai qu'on peut prendre les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais nous, on a écrit des protocoles. Si une personne fait un AVC, on sait ce qu'il faut faire, on sait où il faut aller frapper, on sait qu'on veut rester sur le lieu de vie et on a sollicité des équipes qui sont sur place parce que la chance d'être à la campagne, alors il n'y a pas que de la chance d'être à la campagne, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui nous disent justement vous allez à la campagne, alors c'est trop loin pour nous, on veut garder la ville, on veut pouvoir aller au cinéma, etc. Moi je pense que c'est un leurre, ou en tout cas c'est des personnes qui sont peut-être pas complètement prêtes pour changer de vie, parce qu'à 85 ans on va pas au cinéma le soir, ou en tout cas on n'y va pas souvent. Voilà. Alors que là le cinéma viendra à nous puisqu'on aura une salle de projection, on aura une salle de gymnastique adaptée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais surtout, on a pris attache avec les équipes, donc les équipes, entre autres, d'unités mobiles de soins palliatifs, et surtout l'HAD en gériatrie, ça existe à Foix. En plus, on a la chance de connaître l'équipe soignante, et donc on pourra mourir dans les meilleures conditions possibles, sereinement, parce qu'on y sera préparé, parce qu'on va parler de la mort, parce qu'on va essayer de l'apprivoiser. Je pense que c'est comme ça qu'on peut partir en douceur. C'est pas en disant oh là là, mais qu'est-ce qui est arrivé, alors là il faut faire vite, etc. Moi je crois beaucoup à la prévention. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Rapprocher ce micro pour les réponses. Je vais passer derrière vous. Attendez. Ah oui, j'ai peut-être raison, c'est plus simple. Oui, ça sert à rien que le pied. Pardon. J'espère que le micro arrivera jusqu'à vous pour les réponses. Et le micro portable. Il est là. Merci. Questions, remarques parmi vous? Merci. Oui, je me disais que peut-être les gens qui sont intéressés par rejoindre des expériences comme les vôtres sont plus des gens seuls que des couples. Et donc, est-ce que vous accepteriez des gens seuls à Égrégore pour compléter votre dispositif ? Enfin, voilà, on peut encore, justement, le fait de pouvoir de s'installer et de créer ensemble nous permet de faire un projet très personnalisé en fonction du profil des personnes. Voilà.
Juste, vous disiez que... Alors, peut-être que c'est pas moi qui ai capté, mais Grégor, donc Agrégor, le nom, ça vient d'où? C'est quoi ce nom? Alors, égrégore, en fait, égrégore, en fait, c'est Roland qui l'a suggéré. Je trouve que c'est un très beau nom parce que c'est un nom on gravite autour d'un même projet. On est solidaire, on a une action commune et des pensées communes sur un projet qui nous intéresse. Voilà, c'est un agrégat de personnes qui s'intéressent à quelque chose. Voilà. Et à travers ce que dit Marie, le groupe résonne au sens, il vibre de cette vision commune partagée entre les différents acteurs. En quoi, c'est ce que j'évoquais un petit peu, la valeur du tout est supérieure à la somme des parties. C'est-à-dire qu'en groupe, on observe un effet synergique. Et c'est une manière de, je dirais, maîtriser les difficultés humaines que constituent les constructions de nos projets. Si véritablement on est partenaire d'un objectif commun, alors effectivement, il y a une sorte de résonance qui fait qu'on est encouragé à aller au-devant du futur. Voilà, alors il faut... le plus difficile, c'est justement de changer de vie. C'est-à-dire de changer de domicile, ce qu'à un certain âge, on n'a pas souvent très envie de faire. Et le deuxième argument qui fait un petit peu hésiter, c'est peut-être la mise de fonds. Oui, parce que voilà, alors, la mise de fonds, c'est peut-être... C'est pas tabou, hein, donc je ne sais pas si quelqu'un posera la question sur combien ça coûte. Je pense qu'on sera... on a tout prévu pour qu'on soit le mieux possible. Et quand on a tout prévu, on sait que en part sociale, on est tout seul pour avoir pour miser des parts sociales dans un studio, c'est 190 000 €. Voilà, qui sont donc totalement récupérables si on décide de partir. Alors, si on prend des parts maintenant et si finalement on se dit finalement non, je ne vais pas, les gens seront remboursés une fois que les travaux seront faits. Et en plus, si vous voulez, ces 190 000 € peuvent se revoir à la baisse parce qu'il y a il y a une mutuelle, la mutuelle AG2R et la Mondiale, qui nous sollicitent régulièrement pour nous dire alors où vous en êtes. Vous avez acheté, parce que si vous avez acheté le château, on va vous aider. C'est un projet qui mérite qu'on vous aide. Donc, si vous voulez, tout ça, ça viendra en déduction éventuellement de ce qu'on annonce maintenant. Donc, les prix sont vraiment des prix en hypothèse haute. D'accord ? Donc, en gros, c'est 190 000 € pour un studio qui fait à peu près 38 mètres carrés, mais qui est vraiment exposé plein sud, face à la montagne. Enfin, c'est vraiment très joli. Tous les appartements sont exposés plein sud. Et pour un appartement pour deux, c'est 300 000 €. Donc un peu plus grand. Hein. Ça fait un peu plus de 50 mètres carrés à peu près. Voilà. Alors oui, bien sûr, il faut avoir cette somme, c'est sûr. Donc il faut soit vendre la maison dans laquelle on est, soit avoir quelques économies. Voilà, on a conscience de ça. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Juste peut-être un complément. 3 000 € par mois, prix de base pour un loyer en EHPAD pendant 5 ans, vous faites les comptes. Non, mais après, bon, ça, c'est le loyer. Il n'y a pas de loyer, donc on est propriétaire. Mais après, il y a les services rendus à la personne. Ça, c'est évalué, ça ? Oui, alors c'est évalué. En fait, en charge fixe, c'est pareil. Alors, ça, tout va dépendre de combien on va être. Mais là, on se base sur 12, en sachant que le lieu peut accueillir 16 personnes. Donc, les charges fixes aussi seront, bien sûr, amoindries si on est 16. Elles sont à entre 360 et 380, avec donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, le prix que j'ai annoncé, c'est également les parties communes qui sont restaurées, l'appartement des familles, etc. Donc 380 € par mois, le chauffage des parties communes en bas est compris, le salaire à temps plein du régisseur qui est là tout le temps, nuit et jour, qui a son appartement également, et l'entretien de ménage du domaine. Voilà. Comment ? Ah, tout est compris. Et la nourriture ? Comment ? La
La nourriture, Ah non, non. Alors la nourriture, on mange. Alors on fera des économies parce que bien évidemment, on va essayer de faire du circuit court. Il y a énormément de jardiniers autour. On pourra cultiver son jardin, avoir son petit carré de. Voilà. On a imaginé faire un champ de pommes de terre, par exemple. Enfin voilà quoi. Hein. Éventuellement faire travailler une association d'insertion. Enfin voilà. Et les services à la personne dans les deux projets, c'est-à-dire si quelqu'un d'entre vous devient très dépendant et qu'il a besoin d'un auxiliaire de vie, c'est vous les auxiliaires de vie, ou bien vous faites venir des gens de l'extérieur, et comment c'est payé? Je peux répondre pour nous. D'abord, d'ores et déjà, on fait intervenir des gens de l'extérieur. On a droit à des chèques emploi-service qui sont déductibles des impôts, etc. Donc, par exemple, pour le jardin, pour une partie du ménage, peuvent intervenir des gens de l'extérieur. Ensuite, quand quelqu'un devient plus ou moins dépendant, on a droit à tous les services qui sont liés à la dépendance. Si quelqu'un doit venir pour assister quelqu'un, enfin, c'est les mêmes droits que tout le monde. À charge à nous de l'organiser pour que ce soit le plus harmonieux possible et pour l'anticiper le plus possible. C'est vrai que l'intérêt d'être dans un village et d'avoir des liens très forts avec le village, c'est qu'on crée d'emblée un réseau de soutien. Et pourquoi pas imaginer une collaboration avec les institutions qui existent à proximité, que ce soit des maisons de retraite ou que ce soit des EHPAD, pour arriver justement à mutualiser certains services. Voilà. Mais sinon, nous, c'est organisé un petit peu différemment, puisque l'idée, c'est que chacun, peut-être que notre directeur général pourrait peut-être expliquer l'aspect financier de la participation de ceux qui rentrent, que je ne sois pas toujours seule à causer. Bien, l'aspect financier est pas du même niveau, puisque aujourd'hui, donc un engagement personnel est demandé d'un montant de 90 000 euros, sachant que sur ces 90 000 euros, il y a 70 000 euros qui sont dans une même configuration, qui sont un placement en compte courant, donc qui sont remboursables aux héritiers le jour du décès, ou remboursable à quiconque qui souhaiterait partir, donc il récupère au moins ces 70 000 euros. Les 20 000 euros de différence entre les 70 et les 90 sont en fait un ticket d'entrée qu'on demande à chacun pour un engagement personnalisé. Ensuite, notre fonctionnement est un fonctionnement sur un système locatif, donc chaque sociétaire loue son appartement. Aujourd'hui, le prix est de 12 euros par mètre carré et par mois. 14, pardon, excusez-moi. 14 euros par mètre carré. Ce qui est dit est dit. 14 euros par mètre carré et par mois. Et chacun a un compteur. Et après, derrière, effectivement, pour les charges, il y a des charges communes, effectivement, qu'on partage. Et puis il y a des charges individuelles. Chaque appartement, chaque logement est équipé d'un compteur d'eau et d'un compteur d'électricité. Donc, on est parfaitement capable de se répartir correctement tout ce qui est charges communes. Voilà. Je voulais revenir à la question posée par rapport aux auxiliaires de vie. Vous savez que si on relève donc d'un GIR 4, on a droit à des aides dispensées par le département, par le conseil. Enfin, ça s'appelle plus le conseil général, ça s'appelle le conseil départemental. Alors ces aides, elles sont en fonction de votre état de santé et elles sont également en fonction de vos ressources. Donc bien évidemment, l'APA, l'aide pour l'autonomie, peut se déclencher si quelqu'un en éprouve le besoin, enfin en a besoin. Alors on sera là, parce que souvent quand on est seul, on n'est pas toujours très objectif et quelquefois justement on se dégrade et on va finir par
moins manger, par se casser le fémur, et ensuite, voilà, après, on fera la demande. Là, justement, moi, je disais tout à l'heure, la force du groupe et le regard que nous avons sur le groupe et qu'on apprendra à manier tous ensemble, c'est un regard très important et ça nous donne de la force, ça, pour justement éviter de basculer trop bas et d'être récupérable, voyez. Et donc les aides, elles sont ce qu'elles sont, elles seront en fonction des ressources. Maintenant, si dans un couple il y a une personne très dépendante qui a besoin d'une aide spécifique, il est bien évident, et c'est écrit puisqu'on a fait un pacte d'associés, que ce ne sera pas le groupe à porter le poids de cette perte d'autonomie. Ça sera rassurant d'avoir des gens autour de nous, mais s'il y en a un qui est plus dépendant que les autres, il faudra qu'il se fasse aider et qu'il mette effectivement la main au porte-monnaie s'il peut le faire. De ce côté-là, tout le monde est d'accord, quoi. C'est voilà, dans un EHPAD, on ne vous fait cadeau, je veux dire, de rien. À partir du moment où vous dépensez plus pour différentes raisons, ça coûte cher. Hein. Moi, je prends l'exemple. J'avais une maman qui était extrêmement dépressive, qui a donc passé quelques mois en EHPAD, et à un moment donné, elle faisait des séjours en clinique psychiatrique. Eh bien, non seulement je payais l'EHPAD, mais je payais aussi la clinique psychiatrique, parce qu'au bout de 30 jours de chambre, on vous fait payer, donc ça faisait des 6 000 € par mois. Hein, donc voilà, on ne sait pas tout ça, mais quand on est confronté vraiment, voilà, donc cette façon de vivre ensemble, de cette force du groupe qu'on imagine, eh ben moi je me sentirais, enfin j'espère que les gens qui vivront là seront convaincus comme moi, qu'on est protégé quand même, on est protégé, voilà. Une chose qui est aussi très importante, c'est que tous les gens qui font les démarches que Égrégore ou Qui Vivra Bérad, puisque c'est le nom de notre coopérative, fait, je pense que c'est très important de tous travailler ensemble jusqu'à représenter une force de revendication. On a déjà contacté et on va accentuer nos démarches. On interpelle le département, on interpelle la région, on interpelle nos élus. Vous avez vu tout à l'heure, quand le maire a inauguré la journée, à quel point localement les élus sont sensibilisés. À partir du moment où on représente un groupe, des groupes qui travaillent ensemble et qui font une démarche collective, je pense que localement et même au-delà, on peut arriver à obtenir beaucoup de choses. Voilà, une petite note supplémentaire, c'est que quand nous fonctionnons sur le mode de loyer, ceux qui ont des petites retraites peuvent rentrer dans notre structure, dans la mesure où ça leur permet d'avoir le droit de toucher un complément de loyer par les institutions appropriées. Voilà. Vas-y. Catherine. Non, c'était juste pour rappeler de parler du fonctionnement quand les personnes peuvent venir. Vas-y, parle-en, toi. Vas-y. C'était par rapport donc à la Ménardière. Je trouve que c'est très valorisant le fait qu'on puisse connaître petit à petit la structure et les gens en venant. Moi, par exemple, ça fait à peu près 2 ans que je les connais et je viens de temps en temps, donc je reste dormir, j'apprends à les connaître. Ensuite, bon, soit on se sent bien avec eux, soit on ne se sent pas bien. Moi, je me sens très bien avec eux, donc je continue de venir. Et donc, c'est devenu une deuxième famille pour moi. Et petit à petit, si j'ai envie d'intégrer, donc on demande à ce qu'on reste 1 mois, c'est ça, Anne-Marie, 1 mois au départ? Il n'y a pas de règle particulière. C'est-à-dire qu'on reste quelque temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on y va progressivement, c'est-à-dire Voilà. qu'une relation humaine, bon, on peut avoir un coup de foudre et puis se dire, bon, ça y est, on va quand même pas s'affoler, on va se donner le temps de fiançailles ou de noviciat, selon que c'est un couvent ou selon que c'est un mariage. et on va commencer par exemple, je prends le cas d'Olivier qui est là-bas,
qui a trouvé intéressant parce qu'il a lu quelque part que voilà, on faisait cet habitat partagé. Donc il est venu de Bordeaux, il est venu passer un week-end avec sa compagne. On a eu un coup de foudre réciproque. On s'est dit, putain, mais ces gens-là, on a l'impression de les connaître depuis toujours, mais pas d'affolement. On ne va pas commencer à se jeter les uns sur les autres tout de suite. On va prendre le temps de la réflexion et il faut que l'ensemble du groupe fasse la connaissance et qu'on voit si ça fonctionne dans le groupe jusqu'à créer une sorte d'harmonie. Parce que le but, c'est effectivement que cette harmonie soit durable, qu'on arrive à gérer les choses pour se sentir impliqué, se sentir solidaire dans l'évolution des uns et des autres. On vit des choses très très marrantes en ce moment, c'est très bien, mais peut-être qu'on aura des choses plus douloureuses à vivre. Donc il faut s'armer, il faut se constituer en force. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le cas du CNAV. Toutes les réflexions que le CNAV peut mener, les réflexions que peuvent mener les gens qui ont créé un habitat partagé depuis 20 ans dans la région de Lyon et qui a une expérience formidable, que ce soit y compris ceux qui sont en Ariège, et fatalement nos amis, nos amours d'égrégore. Je veux dire, tout ça, ça crée une force et toutes nos réflexions viennent nous renforcer. Et l'expérience de Roland et Marie dans le domaine de la santé, par exemple, c'est quelque chose qui nous est précieux. Marie a l'habitude donc à travailler dans l'accompagnement à domicile. Elle peut nous apporter énormément. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, Michel ? Quelque chose que vous avez oublié, il y a aussi des emplois. Il y a un jeune garçon qui habite Bérat et il contribue de manière décisive à l'entretien du parc. Et ça, les chèques emploi-service, effectivement, permettent, effectivement, comme maintenant, à mon âge, moi et Anne-Marie, on a droit à des aides ménagères. Et une exonération de charges sociales. Et on voilà. peut avoir droit à une aide ménagère. Voilà, c'est ça. Et donc ça contribue effectivement à alléger le budget nécessaire. Je ne sais pas si ça a été dit, je me suis absentée une minute. Il y a aussi le... Ah oui. Il y a aussi le fait que nous, dans notre mode de fonctionnement, donc ouvert à la culture, et donc à différentes activités. On espère donc déjà équilibrer financièrement, pouvoir... Vous entendez pas ? Ah, si. Donc équilibrer financièrement. On va continuer à investir dans le projet, c'est-à-dire qu'on va à nouveau prendre des crédits. Alors on espère trouver un peu d'aide, de subventions, mais on espère aussi, surtout en nos capacités, d'une partie de financement, de faire avancer le projet. Et le but, c'est aussi de s'alléger en charge et de pouvoir pallier, de créer une caisse de solidarité et de pallier peut-être à des charges plus importantes voilà, dans l'avenir. Là, on est en train, par exemple, parmi ceux qui sont là, certains veulent habiter, on peut construire 5 petites maisons supplémentaires. Donc, il y en a qui veulent habiter dans les petites maisons. C'est-à-dire qu'il va falloir réemprunter. Il faut qu'on aménage ici, il faut qu'on en fasse un endroit où on n'est pas froid quand il pleut, où on n'est pas la pluie qui nous tombe sous le nez. Donc, il y a encore des aménagements, il y a du travail à faire. En gros, il faudrait investir pour que tout soit fini. Il faut changer le chauffage, il faut faire des récupérations d'eau parce qu'on tend aussi vers l'exemplarité écologique. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve à peu près 1,2 million. 1,2 million. Pour les petites maisons, ça va représenter à peu près 600 à 800 000 euros. Il faut d'ores et déjà qu'on emprunte 500 000 euros. Et tout ça, c'est remboursé, non pas par des sommes importantes qui sont investies. On peut apporter du compte courant. Hein. S'il y en a qui ont plus de sous, ils peuvent apporter du compte courant, mais c'est remboursable. Et par contre, le reste, il faut l'emprunter et faire en sorte que la rentabilité qu'on donne, soit en payant nos loyers, soit en recevant des chambres d'hôtes, soit en recevant des activités culturelles, quand par exemple il y a un mariage, etc.,
Les donativos que chacun de vous nous donne quand vous venez pour une activité quelconque, tout ça, ça va dans la rentabilité, dans le compte courant, ça nous permet d'arriver à l'équilibre financier. On n'y est pas encore tout à fait, mais on y tend. Voilà. Et ensuite, un truc qui est très important, c'est qu'on a créé des CCI, des certificats coopératifs d'investissement, qui permet à ceux qui veulent nous aider à construire la chose, mais sans forcément y habiter, de prendre des parts sans droit de vote, qui nous permet d'ajouter au budget. Voilà, mais donc là, on est parti dans la construction de 3 petites maisons dans l'immédiat. Le permis de construire va être quasiment prêt grâce à Eric et Brigitte à être déposé assez rapidement. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des sous. On a pris contact avec le Crédit Coopératif qui nous a indiqué que la CARSAT réalisait des prêts à taux zéro, ce qui est vachement important pour nous, parce que le coût des crédits est assez élevé actuellement. Il faut correspondre à certains critères. Le Crédit Coopératif est prêt à nous aider. Donc la différence, c'est que ce n'est pas chacun de nous qui investit la totalité. On crée une économie qui est faite pour être transmise dans le meilleur état possible et embellie à chaque fois par les nouveaux qui arrivent. Voilà. Très bien. Alors, Odile voudrait poser une question. J'ai pas très bien compris l'organisation. Bon, je parle de la Ménardière, parce qu'il y a déjà des gens qui y habitent. Le fonctionnement de votre coopérative, la prise de décision, donc quand il y a des problèmes, qui décide de faire une réunion, qui participe à cette réunion. Donc ceux qui votent, j'ai compris que c'est ceux qui ont des CCI qui n'habitent pas forcément. Non, c'est le contraire. Ah bon? C'est ceux qui ont des parts B, qui ont l'intention d'habiter et qui, par exemple, sont en train de construire les petites maisons avec nous. Oui. Et les parts A, c'est-à-dire que les parts B, lorsqu'elles vont habiter, passeront en part A, achèteront un complément de parts. Mais comment fonctionne votre coopérative, je veux dire, au niveau, est-ce que vous avez un conseil d'administration ou un équipe? Oui. Mais ça fonctionne comme une coopérative. Oui. C'est-à-dire qu'une coopérative, vous avez un président, un directeur général. On a un comité de gestion. On peut faire autant de comités qu'on veut. Par exemple, il peut y avoir un comité jardin, il peut y avoir un comité culture, etc., etc. Mais donc, le fonctionnement, c'est on se réunit à minima une fois par mois et chaque fois qu'une décision importante à prendre est nécessaire. Par contre, les groupes, le comité de gestion travaille, qui comprend 3 personnes. Le comité de gestion travaille avec le directeur général, fait des prévisions. Là, on est en train de faire un budget prévisionnel, on est en train de préparer des dossiers pour la banque, etc. Donc tout ça, c'est décidé collectivement. Voilà, et vous parliez de putain de facteur humain, où je l'ai lu aussi sur la brochure, dire finalement quel est le vécu de chaque participant. Il y a un vécu d'une certaine verticalité, ou est-ce qu'il y a quand même un vécu d'horizontalité dans la prise de décision, quoi? C'est un peu comme au CNAV, c'est-à-dire que ça prend petit à petit, et plus il y a ceux qui sont plus anciens, qui ont plutôt un petit peu plus de voix que les autres, parce qu'ils ont l'habitude de la pratique. Mais par contre, chacun, petit à petit, en arrivant, se forme, apporte. Et puis il y en a qui arrivent avec déjà des compétences et apportent d'emblée un petit peu plus que d'autres dans la part de décision. Mais de toute façon, c'est au niveau de la discussion, c'est-à-dire que chacun explique son point de vue, justifie. Il faut justifier de tout. C'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse la démonstration que l'argument qu'il propose est intéressant. Et après, on fait comme quand on fait comme up ou down. Voilà. Qui c'est qui veut poser? J'ai su seulement comprendre que vous cherchiez à être rassuré. J'ai un argument massu. Je suis président de la coopérative.
Je pense que ça peut vous suffire et vous satisfaire. Voilà. Et j'ai 81 ans, donc vous êtes encore plus rassurés parce que la vieillesse est synonyme de sagesse. Alors, donc, sous mon gouvernement, il n'y a aucun problème. Voilà. Rien à voir avec Mélanie. On n'a pas dit que c'était synonyme de sagesse, ça tu l'inventes. Hein. Dans son cas, oui. Dans son cas, oui. Je suis à peine conseillère du comité de gestion, mais je fais ma part au même titre que le président directeur général. Pas président directeur général suffit, puisque le président il est là-bas. Donc. Eh bien, merci pour ces témoignages. Nous allons passer à la suite s'il n'y a pas d'autres... Ah, une question. Oui, juste savoir si ailleurs en France, ou peut-être au-delà de la France, ce genre d'expérience se développe, voilà, où on en est ailleurs que dans la région. Oh, je pense que des projets comme ça, il y en a un petit peu partout, sous différentes formes, même chez les jeunes, puisqu'il y a beaucoup d'habitats coopératifs qui se montent entre jeunes. Bon, le nôtre a ses originalités. Je pense que, comme disait Anne-Marie, on va voir ce qu'on est capable de faire et on va construire notre avenir. Mais il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de règles de définies et on n'est pas sûr du tout qu'on ne soit pas, je dirais, tout seul dans notre projet sous cette forme-là. Non, on écoute quand même un petit peu tout ce qui se passe ailleurs et on essaye de prendre l'idée, c'est quand même effectivement de jumeler toutes les bonnes pratiques et puis il y a des choses à prendre chez l'un, chez l'autre et l'important c'est que le groupe fonctionne surtout. Je crois que là le maître mot de notre avenir, c'est sûrement notre bonne entente et notre capacité à décider ensemble. Je crois que ça, c'est le plus important. Je crois qu'il y a une part B qui a demandé la parole. Juste un petit mot pour vous rappeler ce qu'est le GIR et comment on évalue la dépendance. Alors, c'est fait par le conseil départemental, maintenant on l'appelle le département, et la charge en soins est faite par l'ARS. Et j'ai fait ça pendant des années. Alors, le GIR, c'est groupe ISO ressources. GIR, groupe ISO ressources, c'est-à-dire les ressources qui sont nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Ceux qui sont bien comme nous, on est GIR 6, donc bon pied, bon oeil. Et ceux qui sont dans l'antichambre, avant le passage, c'est GIR 1. C'est-à-dire qu'à GIR 1, on n'est pas bien. Donc de 1 à 6, il y a toute la gradation. Et il y a une grille avec savoir manger, savoir s'habiller, savoir déféquer, enfin les fonctions d'hygiène, et communiquer. Exprimer ses demandes et voilà, négocier les relations humaines. Et la charge en soins, eh bien, c'est une grille qui ressemble un peu à la T2A en milieu hospitalier, la tarification à l'activité, c'est-à-dire que chaque pathologie a une cotation et ça ressort, il y a un logiciel, et la charge en soins ressort avec la cotation de ces actes. Un T2, par exemple, pour diabète, eh bien, c'est un diabète instable et ça cote tant d'euros, etc., etc., quoi. C'est assez ingrat, c'est la tarification à l'activité en EHPAD, quoi. Et le budget de l'EHPAD dépend de cette codification. GIR plus charge en soins. Pathos. C'est le pathos, ça s'appelle le pathos, c'est ça. Oui, je voulais juste dire qu'il y a un colloque actuellement sur l'habitat partagé et toutes ses expériences à Rennes, depuis 2 jours ou 3 jours. Et donc, ça sera intéressant d'en suivre les conclusions. Il y a plusieurs personnes de Bordeaux qui y sont et qui vont probablement nous faire une petite synthèse de ce qui va se dire dans cet endroit-là. Ça sera intéressant de suivre ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on range sous le vocable habitat partagé et qui ne le sont pas ou qui pourraient l'être. Mais par exemple,
les alternatives à l'EHPAD sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous voudrions vous engager à travailler avec nous, peuvent tout à fait se décliner sous la forme d'habitat partagé, d'un autre type que le vôtre. Hein. Mais l'une des idées, c'est celle-là, c'est-à-dire de faire des petites unités en centre-ville ou en centre-village pour 10 personnes qui, à un moment donné, ne peuvent plus rester chez elles ou dans un habitat autre et qui ont besoin d'une charge ou d'une aide à la personne beaucoup plus conséquente qui pourrait être accueillie dans ces lieux. Par exemple, les maisons Alzheimer aujourd'hui, dont vous avez entendu parler, dans le village landais ou ailleurs, où les différentes maisons Alzheimer sont toutes cataloguées et rangées et organisées financièrement sur le mode de l'habitat partagé. Donc il y a aujourd'hui une définition très large de ce genre d'habitat. Et au fond, ce qui les rassemble, c'est que justement, ce ne sont pas des institutions. Les gens sont tous dans ces endroits-là, ou propriétaires, ou locataires, copropriétaires ou colocataires. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ces deux appellations différentes, les EHPAD d'un côté, les institutions médico-sociales, et de l'autre, les habitats partagés avec plein de formes différentes. Le Crédit Coopératif me signalait, ils viennent de faire le financement, la personne avec qui on fait le dossier. Ils ont fait récemment le financement d'un groupe d'habitat partagé. Il y a 9 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et puis d'autres personnes qui vivent avec eux. C'est un vrai habitat partagé, c'est une coopérative, ça a été financé par le Crédit Coopératif et ils s'aperçoivent en plus qu'ils arrivent à avoir de très très bons résultats. On peut être Alzheimer et heureux. Voilà. Et un truc à Bordeaux, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous en parler, mais il y a les Boboyaka qui, je crois, viennent d'avoir leur permis de construire, s'installent sur un terrain qui a été donné par la mairie de Bègle, je crois, à bail amphithéotique. Ça a été très long, très difficile. Comme dans beaucoup d'habitats partagés, le noyau de départ a été un petit peu disloqué, et il y a toujours 3 ou 4 personnes qui se sont accrochées et qui continuent voilà. Et donc, là, vous avez leurs photos sur la petite brochure qu'on a fait. C'est un très, très beau travail. Et on est aussi en lien avec les Boboyaka qui viendront d'ailleurs au deuxième contre-salon à Bordeaux. Ils sont en train de le construire. Voilà. Question de Pascal. Oui, aujourd'hui je suis en EHPAD, hein. C'est pas vrai, mais je suis en EHPAD, j'en ai marre. J'en ai marre, vraiment. Est-ce que je peux venir frapper chez vous? Si on avait acheté, si on est aucun problème. Oui, non, si je réponds à tous les critères... Ah oui, mais bien sûr que vous pouvez venir frapper. Même si j'arrive avec mon gire... Ah mais il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci pour ça. D'accord, ok. Parce que voilà, vous pouvez, vous êtes autonome, vous êtes là aujourd'hui. Mais si j'ai pas tout à fait, bon, j'ai bien distingué la part patrimoniale de après ma participation au fonctionnement. Oui. Si je suis un peu juste patrimonialement. Oui. Est-ce que je suis titulaire de l'APA, j'ai une petite retraite. Bon, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Justement, une fois que le groupe sera constitué et qu'on pourra se permettre d'acheter le domaine et de le rénover, parce que ce n'est que sous cette condition qu'on achètera, avoir l'argent pour acheter le bien et l'argent pour le rénover. Il y en a pour 1,2 million. C'est pas énorme, hein. Donc, voilà, ça fait à peu près ce que devra investir la Ménardière. Je suis étonnée que ça fasse 1,2 million. Voilà, nous, on a des 1,2 million, 1,3 million, voilà. Par rapport, justement, à cette cagnotte on a pensé éventuellement à constituer une cagnotte. Alors, comment on va faire? Déjà, on a un petit appartement en plus dans la pièce, dans la dépendance, qui pourra être un apport pour le groupe. Puisque, si vous voulez, nous n'avons rien à vendre, hein.
Je veux dire, voilà. Et si un jour Benac est dupliqué, ben tant mieux. Mais je veux dire, on ne demandera rien, si ce n'est qu'on donnera tout ce que, on fera profiter de notre savoir-faire. Voilà. Donc cette petite cagnotte pourra se constituer comme ça, avec, on pourra éventuellement, on a décidé par exemple pour ne pas se couper de la culture, etc., de louer le parc par exemple une fois par an pour faire par exemple une journée de poésie dans le parc. Donc voilà, on va bien sûr prendre attache avec les instances locales et on pourra avoir de l'argent comme ça qui rentrera sans pour autant avoir... Je ne dis pas, hein, c'est très bien les chambres d'hôtes, mais moi je ne me sens pas de gérer des chambres d'hôtes. Pour moi, c'est l'âge arrivant, je ne l'envisage pas. Vous voyez ? Et donc, par rapport à ça, cet argent sera mis de manière tout à fait transparente et il servira aux personnes qui, justement, auront une problématique argumentée, parce que voilà, ça ne sera pas peut-être équitable. Ceux qui pourront payer paieront, mais ceux qui auront des difficultés, bien évidemment qu'on est dans la solidarité et dans l'entraide de ce côté-là aussi. C'est ça le projet social. C'est écrit, hein, on n'a pas juste dit. On a écrit dans le pacte social comment ça se passerait. Voilà. C'est une question bête et rapide. C'est-à-dire, et si c'est des jeunes qui viennent vous voir, des jeunes qui veulent vivre... Alors, c'est ce que je disais. Nous, l'intergénération, on n'est pas contre. On la fera à travers nos familles pour avoir des échanges avec des jeunes, etc. On n'est pas contre, mais si vous voulez, les jeunes n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Nous, on veut de la stabilité sur le lieu, c'est-à-dire on veut des personnes. Pour avoir cette force du groupe, il faut qu'on aille... et pour que le projet n'échoue pas, il faut qu'on aille dans la même direction. Voyez, s'il y a des jeunes, les jeunes, ils se remarient, ils changent de boulot, ils s'en vont, ça devient mouvant, voyez. Donc, non, on veut avoir les mêmes problématiques. Certains vont mourir au fond de leur lit sans rien demander à personne et sans avoir eu besoin d'aide, mais d'autres en auront besoin. Et voilà, c'est rassurant pour nous d'être avec des gens qui ont les mêmes problématiques que la vieillesse, malheureusement, nous procure. La force des maisons, des chambres d'hôtes, c'est difficile à gérer, mais ça permet quand même que des jeunes viennent, ce qui est assez intéressant quand même. Mais nous, on aura les familles, on aura des échanges culturels avec des jeunes, on aura une association d'insertion éventuellement le jour où on ne pourra pas jardiner, si on veut par exemple faire un champ de pommes de terre. Donc on pourra tisser du lien avec ces gens qui viennent jardiner et peut-être parmi nous, il y en a qui leur remettront le pied à l'étrier. Ça aussi, ça fait partie des projets. On a plein de projets justement pour garder ce lien social et rester utile. C'est hyper important ça. Vous voyez, je pense que, encore une fois, c'est de la prévention. C'est rester utile et vivant très longtemps. Deux petites choses, peut-être en supplément. Par rapport à la fin de vie, puisque nous nous engageons jusqu'au bout de la vie, nous sommes favorables à une démédicalisation de la fin de vie. La vie, ce n'est pas une maladie, je crois que ça a été précisément évoqué ce matin. Et nous sommes pour la pertinence des soins et nous sommes opposés aux soins inutiles. En conséquence de quoi, notre objectif à Benac, à Égrégore, c'est de respecter et d'être à l'écoute des plaintes et des désirs des personnes, et nous ne ferons pas de la médecine inutile et des examens également inutiles, pareil important. Oui. Et si on peut les demander ? Si. Si vous avez un coordonnateur, il demande. Il y aura les soins qu'il voudra. Personne ne décide, c'est lui qui décide en fait. C'est la personne qui décide. Si elle veut passer tous les examens, même des examens agressifs, elle peut le faire si c'est son souhait. On pourra en débattre. On pourra en débattre. Mais je crois qu'on a mieux à faire que mourir encerclé par un cordon de blouse blanche. Voilà.
Merci beaucoup. Ici s'achève ce moment important. Nous remercions infiniment toutes les habitants, tous les animateurs de la Ménardière. Nous remercions infiniment Marie et Roland d'avoir témoigné à livre ouvert sur le projet Égrégore, qu'ils portent, comme l'équipe de la Ménardière, de toute leur force et de toute leur énergie, avec énormément d'abnégation et de talent. Merci infiniment. Alors, nous allons maintenant arriver à un moment intéressant qui est la projection d'un documentaire qui s'appelle Madame Hoffman, que je n'ai pas vu et que je suis impatient de voir, qui paraît-il est formidable, qui interroge notamment la relation d'aide entre des personnes. Ce moment, donc, on va faire une petite pause.